Bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Guyane et tous ceux qui peuvent nous capter très loin. Je sais que vous nous captez loin parce que je reçois quelquefois des SMS ou des messages par Internet. Donc merci de nous regarder et de nous écouter. Aujourd'hui, j'ai invité pour vous un autre Jean-Marie. C'est son prénom. Jean-Marie. Alors, je vais l'appeler Jean-Marie pendant toute l'émission. Il va se présenter lui-même tout à l'heure. Alors, Jean-Marie est infirmier, avec plein de choses à nous raconter sur la profession d'infirmier, mais comme il est un monsieur qui a plein d'activités, je peux même vous dire qu'on m'a confié que c'était un grand spécialiste des textes de la sécurité sociale. Est-ce que c'est vrai? Ben, oui, enfin, je ne connais pas tout, mais disons que tout naturellement, compte tenu donc, des responsabilités que j'ai en tant que président donc, du syndicat martiniquais des infirmiers libéraux, donc il est évident qu'il faut avoir aussi une bonne connaissance des textes de la sécurité sociale. Alors, il s'appelle Clovis de son nom de famille, on va le dire quand même. Jean-Marie, son prénom. Vous savez, en fait, le nom Jean-Marie, c'est un nom commun à la Martinique. D'après ce qu'on m'a dit, c'est le 8e nom le plus commun. Et Monsieur Clovis a comme prénom Jean-Marie, qui est un prénom qui devient aussi assez commun. Il y a beaucoup de Jean-Marie de plus en plus. Hein. Oui, il y en a de plus en plus. C'est vrai que généralement, tous ceux qui sont nés, on dit dans les années 50, oui. ont souvent ce prénom-là aussi. Voilà. Alors, je l'ai invité aujourd'hui parce que nous avons des amis communs et parce qu'il a une particularité. Donc, on va commencer par parler de ce qu'il fait d'abord. Vous êtes d'abord infirmier. Oui. Et depuis, je dirais, 2002, je me suis intéressé plus largement aux soins infirmiers à domicile, à côté donc des infirmiers libéraux. On a créé donc ce qu'on appelle un service de soins infirmiers à domicile qui est autorisé aujourd'hui par l'ARS et qui prend en charge aussi des personnes âgées à domicile, mais avec des aides-soignantes. C'est-à-dire que pour que les aides-soignantes interviennent à domicile, il faut qu'elles soient encadrées par une équipe d'infirmiers, notamment un infirmier coordonnateur, un cadre de santé. Et c'est dans ce cadre-là que nous intervenons, nous, mais il y a aussi d'autres services de soins infirmiers à domicile sur l'île, mais nous sommes autorisés donc de Fort-de-France jusqu'à Bellefontaine. Ah oui, ça va plus loin que la CACEM. Mais voilà. Que de ce sens-là. Et de l'autre côté. De l'autre côté, il y a un autre service, il y en a même 2 ou 3 qui prennent donc du centre, du Lamentin jusqu'au Marin. Voilà. Donc c'est un service. À ce moment-là, nous travaillons donc à côté des infirmiers libéraux. Il n'y a pas de concurrence entre les services. Ce sont des activités quasiment similaires, avec la différence, c'est que nous sommes beaucoup plus axés sur les soins de nursing pour les personnes, avec un temps qui est un peu plus supérieur à celui qui est accordé généralement par les infirmiers libéraux. Mais nous travaillons en collaboration, notamment pour les actes techniques qui sont effectués à ce moment-là par les infirmiers libéraux. Pourquoi, comment c'est venu cette idée de créer ce genre d'association-là? Est-ce que l'isolement des personnes âgées est beaucoup plus important qu'avant? Alors, il y a 2 phénomènes. Enfin, ce sont des services qui existent en France depuis très longtemps, mais à la Martinique, il y en avait très peu. Et il y en avait peut-être exactement 3 au début des années 2000. Mais il y a eu un phénomène au début des années 2000 où, au niveau national, on a limité le nombre d'actes à effectuer par les infirmiers libéraux. Donc les infirmiers libéraux se sont dit, mais écoutez, si vous nous limitez, on va délaisser donc toute la partie nursing et on va s'axer sur les actes techniques. Donc on s'est trouvé à ce moment-là avec un certain nombre de personnes effectivement isolées, mais ne trouvons pas d'infirmiers libéraux pour pouvoir effectuer des actes de nursing, des soins de base. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, compte tenu qu'il y a ça, nous allons donc demander cette création d'un service où nous serons accompagnés par des aides-soignantes qui feront justement ce service auprès des personnes dont il y avait un énorme besoin. On n'a eu absolument aucune difficulté puisque nous sommes autorisés pour aujourd'hui 96 patients donc, sur notre secteur géographique et c'est vraiment sans difficulté que nous les avons. 96 patients, est-ce qu'il y a des gens qui sont délaissés? Alors, dans la population que nous voyons, il faut compter aujourd'hui un peu plus de 30 personnes qui vivent seules. Et je dirais qu'on pourrait aller à 50% si on parle des personnes vivant avec un conjoint de la même génération. C'est-à-dire que nous avons 2 personnes très âgées dans la même maison, avec évidemment, on ne va pas parler d'abandon, puisqu'on ne peut pas vraiment dire, même s'il y a quelques cas, qu'à la Martinique, les personnes soient abandonnées. C'est étonnant ça, parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes. Non, ça ne fait pas partie d'abandonner les parents ou les grands-parents. C'est quelque chose c'est un phénomène nouveau, mais qui existe aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors,
abandonnés des fois contraints, hein, parce que bon, les enfants sont partis, et sont partis quelquefois très loin, avec une difficulté pour revenir à la Martinique. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont à la Martinique, mais que pour des raisons économiques, familiales, ne peuvent pas venir aussi souvent qu'elles le souhaiteraient, donc voir aussi les parents. Et puis, il y a malheureusement des problèmes dans des familles qui font que même lorsque les enfants habitent à proximité, eh bien, les personnes ne sont pas visitées. C'est aussi une réalité, il faut aussi le dire. Alors, qui a droit, qui peut postuler, qui peut demander ce genre de services de votre association? Alors, ce type donc, de service concerne toutes les personnes âgées, les plus de 60 ans, mais nous sommes autorisés pour des personnes de moins de 60 ans, mais malades ou handicapées. Donc nous pouvons aussi intervenir dans ce domaine-là. Et aussi dans... Moins de 60 ans. Moins de 60 ans. Et jusqu'à quel âge après? Entre 18 et 76, et au-delà de 60 ans, il n'y a pas de limite. Nous avons aussi, là aussi un vieillissement de plus en plus important de la population, parce que nous avons aussi une bonne partie de la population qui a largement plus de 80 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes isolées que d'hommes isolés? Alors, déjà d'une part, il y a beaucoup plus plus de femmes âgées. Donc nécessairement, elles sont de toute façon plus nombreuses, donc plus isolées que les hommes. Et puis très souvent, lorsqu'il y a un homme malade, souvent il y a à côté une femme, puisqu'elle meurt plus tard. Et ce sont plutôt les femmes qui se retrouvent seules. Voilà. Et des fois sans enfants, parce que bon, l'inconvénient aussi, qui est peut-être sur l'avantage, c'est-à-dire qu'on va vieillir, on va mourir plus tard, mais des fois on a la malchance de perdre aussi ses enfants avant, puisque les enfants peuvent mourir aux alentours de 70 ans, et puis les parents vivent jusqu'à 90 ans. On a aussi quelques cas comme ça, de personnes seules à cause donc, du décès des enfants plus jeunes. Est-ce qu'il faudrait beaucoup plus de prise en charge que celle qui existe à l'heure actuelle? Parce que vous disiez que vous avez droit qu'à combien de patients? 96. Est-ce que sur un territoire comme celui dont vous parlez, il y a des gens qui sont complètement seuls, qui auraient besoin de ce genre de service-là, mais qui ne l'ont pas? Oui, ce que je dis aujourd'hui, c'est nous avons la chance aujourd'hui à la Martinique d'avoir les professionnels qu'il faut. Et donc aujourd'hui, on assiste sur le plan de la santé. On assiste aujourd'hui plus à un isolement social. Et c'est surtout sur cet axe-là qu'il faut mettre l'accent, c'est-à-dire organiser les services à la personne au domicile. Et c'est dans ce sens aussi que nous avons créé, à côté du service de soins infirmiers, un service d'aide à domicile. C'est un service qui est très important, et c'est là la plus grande difficulté aujourd'hui. Parce que si le besoin est énorme, le financement est compliqué pour les personnes. Ah ouais, parce que c'est payant? C'est payant. C'est pas pris en charge par la sécurité sociale? Alors non, il y a une aide qui est apportée par le Conseil général. Mais ce n'est qu'une aide qui, quand on fait appel à un service prestataire, finance à peu près, je dirais, un peu plus de 50% de la prestation. Donc nous avons deux difficultés, un isolement et aussi des populations âgées pauvres. Il faut le dire. C'est-à-dire que lorsqu'on vit avec... beaucoup moins que 700 € par mois, c'est quand même une très grosse difficulté. On peut parler quasiment de pauvreté à ce moment-là, avec évidemment des personnes qui sont propriétaires, mais avec des difficultés d'entretenir la maison. Donc c'est encore plus compliqué que lorsqu'on est locataire, et même avec un loyer qui sera très très modéré aux alentours de 300 €, bon, il vous reste 400 € pour vivre. Donc certaines personnes arrivent, mais comment payer ensuite des prestations? Ça devient quasiment impossible. Donc les prestations sont extrêmement limitées concernant l'aide à domicile. Autant le soin infirmier est pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale, autant l'aide à domicile n'est pas aujourd'hui financée à hauteur de ce qu'elle devrait. Donc en fait, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent pour rester à domicile, contrairement à ce qu'on pense. Et il est peut-être aujourd'hui plus facile pour une personne âgée d'aller en hébergement que de rester à son domicile. Mais aller en hébergement, ça coûte cher. Hein. Dans les EHPAD, ça coûte cher. Hein. Ça coûte très cher, parce que je suis aussi directeur de l'EHPAD de Terre-Village. Nous avons donc 84 places. Vous allez me dire à quel moment vous dormez, parce que vous faites tellement de choses que... il faut prendre le temps, je pense. C'est-à-dire qu'il faut surtout savoir s'entourer. Et je pense que je le suis. Vous avez une équipe. J'ai une équipe qui me permet effectivement de m'intéresser à l'ensemble de ces activités. Et pour l'hébergement, la personne qui a par exemple 700 € donc, de revenus a la chance, si ses enfants ne disposent pas de revenus, parce que dans ce cas-là, il faut prendre en compte aussi donc, les obligés alimentaires,
Il faut demander une participation aux enfants. Donc si elle est seule, sans enfants ou sans enfants ayant des revenus, elle peut être prise en charge à 100% par le Conseil général pour l'hébergement. Donc c'est une chance. C'est pour cette raison que je dis aujourd'hui, vaut c'est mieux plus aller à facile, vaut mieux l'hébergement. Et ce qui n'est donc pas une très bonne politique. Il faudrait mettre l'accent beaucoup plus sur permettre aux gens de rester chez eux, dans leur cadre de vie. que d'aller en hébergement. Et puis, il n'y a pas de la place pour tout le monde en hébergement. C'est le gros problème aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'établissements, mais pas un nombre. Et puis je crois que comme tout le monde ne souhaite pas être hébergé forcément avant l'heure, parce que bon, il arrive un moment où effectivement, si on est isolé, qu'on est malade, bon, il n'y a pas d'autre choix que d'aller en institution. Mais tant qu'on peut rester à domicile, c'est vrai qu'il faut s'organiser pour ça. Ce qui m'inquiète, c'est, parce que je suis en train de découvrir beaucoup de choses avec vous aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est tous ceux qui n'ont pas accès à cela, pour des problèmes d'argent. Oui. Alors, c'est dramatique, ça. C'est extrêmement dramatique. Parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus une médecine de riches et une médecine de pauvres. Alors, si au niveau de la santé, on veut dire que l'accès est quand même facilité pour les personnes, quel que soit donc le revenu, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il ne s'agit pas que les dispositifs soient là, il faut pouvoir accéder aux dispositifs. Et on prend l'exemple de la personne qui est isolée à domicile, bon certes, si on lui emmène les soins, ça peut être bien gentil, mais on ne vit pas simplement de soins techniques. Il faut tout autour un certain nombre de choses. On parlait donc du plan social, c'est-à-dire qu'il faut être visité au moins donc, du soin, il faut s'assurer que la personne mange. On prend l'exemple du diabétique, si on n'a pas la certitude que cette personne va pouvoir avoir ses 3 repas par jour, et qu'on lui injecte une insuline à un moment donné, on se demande, bon après, et c'est pour cette raison que ça cause des problèmes aux infirmiers qui sont obligés de suppléer. Parce que lorsque vous visitez une personne qui est seule, et que vous dites, mais je ne vois pas comment elle va pouvoir aller se servir pour le petit déjeuner, mais vous n'avez pas d'autre choix que de préparer le petit déjeuner pour cette personne, alors que vous n'êtes pas payé pour ça. Il y a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui font ça. Oui, et vous êtes obligé de vous demander, mais comment va-t-elle faire à midi? Et puisque si à 7 heures elle ne peut pas, je ne vois pas comment elle pourra à midi. Et les interventions à domicile se font malheureusement que quelques jours dans la semaine, pas forcément tous les jours. Donc le chemin à parcourir est encore très très long pour prendre en charge les personnes âgées. Alors en dehors du nursing, dont vous parliez tout à l'heure, le nursing, c'est tout un ensemble de choses. Alors, vous avez parlé du repas. Alors, est-ce qu'il y a du portage de repas où on fait le repas? Comment ça se passe? Alors, il y a les douches et tout ça, c'est fait par les infirmiers. Est-ce que ça fait partie? Alors, un infirmier peut prendre en charge globalement une personne, donc en partant donc, du soin de base, c'est-à-dire le nursing, mais aussi tous les actes techniques comme les pansements, perfusions, injections, etc. Et cela plusieurs fois dans la journée, y compris très tard le soir. D'accord. Donc, et puis, à côté de ça, on a donc les aides à domicile, donc souvent des auxiliaires de vie de plus en plus, qui s'occupent effectivement donc, du repas, de l'entretien du linge, de l'entretien du cadre de vie en général de la personne, mais qui font aussi cette présence humaine qui est des fois extrêmement utile et des fois peut-être beaucoup plus que le soin lui-même. Donc, et elles se plaignent très souvent à juste titre de ne pas être reconnues pour justement ce rôle extrêmement important qui est joué auprès des personnes. Mais elles travaillent avec vous? Est-ce qu'elles sont dans votre association ou elles sont indépendantes? Alors, aujourd'hui, nous avons donc des salariés, mais il y a aussi donc, des auxiliaires qui sont indépendantes, mais qui sont aussi employés directement par la personne. Donc, alors, dans ce cas-là, on se trouve confronté souvent à une difficulté, c'est-à-dire que c'est une personne âgée, des fois fragilisée, qui joue le rôle d'employeur. Avec quelqu'un avec donc évidemment un système qu'elle ne maîtrise pas, et on est confronté des fois à des problèmes au prud'homme avec des personnes âgées qui ne savent même pas qu'elles sont en réalité employeurs et employeurs de personnes des fois depuis 3-4 ans et avec des habitudes très anciennes que nous avons gardées. Et bon, je dis pas bon, mais demain matin pas vini. Mais ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que vous envoyez quelqu'un, il faut savoir qu'il va être licencié et dans la forme. Donc des personnes se retrouvent au prud'homme simplement parce qu'elles pensaient qu'on était encore dans les années 60 et qu'elles pouvaient dire non merci à quelqu'un du jour au lendemain. Donc c'est quand même une grosse difficulté qui se pose. Les problèmes d'argent séparent les gens. Absolument. Très souvent, on est confronté à ça et c'est exact ce que vous dites parce que très souvent, on fait appel à la petite cousine, à l'amie de la cousine et puis on se retrouve en difficulté simplement parce qu'on pensait on a voulu rendre service à un proche et puis, mais oui, mais il y a des règles et il faut les respecter. Votre association, je trouve ça génial ce que vous faites, mais
Comment elle est financée? Parce qu'il a fallu avoir de l'argent pour monter tout ça. Comment ça s'est passé au début? Alors au début, c'est vrai que bon, malheureusement, pour démarrer, il faut sortir de sa propre poche. Ah ouais. Il faut donc avancer les premiers fonds pour ne serait-ce que déjà louer un local, l'aménager, et puis ensuite recevoir. Après, on est effectivement financé pour les activités que nous faisons par l'ARS, enfin la Caisse générale de sécurité sociale, pour la partie soins. Pour la partie aide, bon, nous avions déjà la base, donc on a pu ensuite se développer, mais il reste le financement direct par la personne, qui est un énorme problème. Et le Conseil général ne prend pas les choses en main? Alors, le Conseil général participe, on peut dire déjà, à 50%, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, mais le reste doit être financé par la personne. Alors, ce qui se passe, malheureusement, il faut le dire, il ne faut pas avoir honte, puisque c'est une réalité, c'est-à-dire que lorsque le Conseil général finance on va dire 60 heures d'intervention à 10 €, et que l'intervention au service prestataire donc, demande 17, 18, voire 19 €, si cette personne ne peut pas financer, donc elle ne pourra pas avoir 60, mais elle aura 40 heures. Wow. Donc elle aura une réduction du nombre d'heures. Puisqu'il est inimaginable de demander à la personne de compenser. Alors, c'est vrai que le conseil qui est donné, mais prenez du gré à gré, faites venir quelqu'un, vous aurez plus d'heures. Mais plus d'heures, plus de problèmes. Parce qu'après, s'il y a un litige entre l'intervenant et le salarié de la personne âgée, c'est compliqué à gérer. Et puis il y a aussi la notion d'autorité. C'est-à-dire que quelqu'un de 80 ans lui demandait donc de jouer ce rôle-là et d'imposer ses horaires, d'imposer un certain travail à la personne, je comprends que ça ne puisse pas être facile. Et des fois, même lorsqu'il y a des enfants. Parce que bon, quand il y a des enfants qui ne sont pas présents tout le temps, à mon avis, c'est pas si évident que ça, que de dire à un employé, bon, je veux que tu fasses ça, je veux que, parce que bon, vous n'avez pas le contrôle. Donc vous êtes déjà très souvent très content qu'elle vienne déjà tous les jours. Donc vous êtes moins exigeant par rapport à la prestation qui est fournie. Donc il y a cet inconvénient-là quand même qu'on retrouve. Alors, d'abord, je comprends, l'infirmier libéral maintenant a plusieurs casquettes. Il peut avoir, et je dis souvent, qu'il a la chance d'être au milieu de la chaîne de santé, puisqu'il est au carrefour de tout, quoi que ce soit, donc du secteur paramédical, du secteur médical, et même avec les spécialistes, parce que souvent il intervient en direct pour faire le lien entre les différents professionnels. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, que c'est une profession qui revendique le rôle donc, de la coordination médico-social, c'est-à-dire autour du patient, puisqu'il est vraiment au centre du dispositif, puisqu'il le vit au quotidien, parce qu'il a la chance aussi d'aller au domicile. Alors pour les jeunes qui sont en train de nous écouter et qui ont envie d'être infirmiers, comment ça se passe maintenant? Parce qu'à un moment, il fallait partir en France, les choses ont beaucoup changé, quoi. Donc, en ce moment, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on peut être formé à la Martinique. Je crois qu'il y a environ une 60aine de places chaque année. Oui, c'est pas beaucoup. C'est un niveau exclusif, ça. Voilà, 60 places. Avant, il y avait 2 écoles. Aujourd'hui, il n'y a que l'Institut de Fort-de-France. C'est un concours qu'il y a. C'est un concours d'entrée. C'est avec beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est ça? Absolument. Il faut compter environ 2 à 3 000 personnes qui vont concourir pour 60 places. Ouais. Donc, c'est vraiment beaucoup. D'accord? Alors, beaucoup de Martiniquais ont trouvé la parade, c'est-à-dire que soit on participe à plusieurs concours, soit en Guadeloupe ou sur la France en général, et vous pouvez avoir la chance d'être reçu à une école sur la France. Paraît-il que c'est plus facile pour les Martiniquais d'être reçus à la Martinique qu'en France. Ah bon? Ils réussissent plus facilement à trouver une place au niveau donc, de l'Hexagone. Et puis il y a la filière, on va dire, de la Belgique. Oui. Aussi, donc beaucoup partent en Belgique, parce que là, il n'y a pas de concours, et ils peuvent suivre le cursus, avoir le diplôme qui est reconnu en France. Alors, quand vous dites qu'il est reconnu, il n'y a pas de bémol là-dessus? Non, il n'y a pas de bémol. Hein. Ils reviennent et ils travaillent à la Martinique sans problème. Ouais. Donc, peut-être à un moment donné, on a peut-être parlé donc, peut-être une insuffisance de connaissances, de compétences, mais en réalité, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Bon, c'est l'expérience peut-être, mais bon, quand on est jeune, quand on démarre, on n'a pas toute l'expérience. Il faut apprendre. Alors ça dure maintenant combien? 3 ans? Il faut compter 3 ans, 3 ans de formation aujourd'hui. Alors quand on vient de Belgique, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand on fait ses études en France, avant d'être libéral un jour, il faut obligatoirement passer par l'hôpital.
Aujourd'hui, on a, enfin, depuis déjà une bonne dizaine d'années, hein, c'était 3 ans, mais aujourd'hui c'est 2 ans. C'est 2 ans. 2 ans d'expérience pour pouvoir s'installer en libéral. Bon. Ça a été fait pour limiter le nombre d'installations. Et puis aussi, non, mais ça permettait aussi d'avoir de l'expérience, parce que se lancer dans le libéral sans recul, ça peut... Alors, c'est important. Je pense que, il y a vraiment très très peu d'infirmiers qui ont commencé directement en libéral. D'accord ? La seule différence, c'est que, on laissait quand même la possibilité à quelqu'un de faire ou de ne pas faire. Mais je pense que, raisonnablement, beaucoup préféraient avoir une petite expérience avant de se lancer, parce qu'on se retrouve seul, quand même, au domicile. Et malheureusement, les études, même si elles durent 3 ans, on n'a pas forcément le temps de faire toutes les spécialités. Donc, un infirmier qui avait son projet préférait compléter ses stages par justement ce travail à l'hôpital. Est-ce qu'il y a assez d'infirmiers à la Martinique? Alors, la Martinique, paradoxalement, c'est la seule profession où nous sommes 2 fois plus nombreux qu'en France. En libéral, 2 fois plus nombreux. C'est-à-dire que pour environ 100 000 habitants, j'espère ne pas me tromper, en France, il y a environ une centaine d'infirmiers. Et ici, nous sommes environ 200 pour 100 000 habitants. 100 000 habitants. Ça veut dire qu'ici, nous sommes 400 000, nous sommes un peu plus de 1000 infirmiers libéraux. Donc, en France, c'est beaucoup moins, c'est 2 fois moins. Donc, alors, ça s'explique. Parce que d'une part, il y a plus de personnes âgées au domicile qu'en France en général. Et puis, concernant donc les places en hébergement, il y en a 2 fois moins ici qu'en France aussi. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas d'autres recours. C'est-à-dire que autant on peut héberger facilement, il n'y a même pas de liste d'attente en France. Vous entrez aujourd'hui à la Martinique, il y a des listes d'attente pour entrer en hébergement. Et ça peut durer longtemps, ça peut durer 1 an avant de trouver une place en suivi d'hébergement. Donc, heureusement qu'on a donc les infirmiers libéraux qui sont au nombre et qui compensent très largement donc l'absence de structure justement d'hébergement. Quelle différence il y a entre votre association et l'HAD? Alors, l'HAD, on va dire, donc c'est de l'hospitalisation donc à domicile. Enfin, en termes de nom, c'est déjà ça, mais en termes de pratique, on dira donc ce qu'ils ont en plus, c'est qu'ils ont effectivement un médecin coordonnateur, ils ont donc une structure hospitalière, c'est-à-dire ils ont la pharmacie, ils ont donc les kinés, ils ont toute l'organisation hospitalière à leur disposition. C'est tout l'hôpital qui se déplace? L'hôpital qui se déplace. D'accord. Donc, théoriquement, c'est comme ça que c'est conçu. Donc, alors, au lit du malade, par contre, là, c'est différent. C'est-à-dire que l'infirmier libéral ou le service à domicile, quand il n'y a pas donc même lorsqu'il y a, puisque avant l'HAD, on prenait en charge déjà de toute façon tous les patients, quel que soit leur état, quelle que soit donc la charge technique qu'il y avait. Donc, on peut considérer que nous pouvons intervenir, je parle bien sur le plan technique, pas sur le plan de la coordination de l'organisation à côté, quasiment au même niveau. C'est-à-dire que les soins peuvent être exactement les mêmes dans les mêmes conditions. Maintenant, à côté, il y a donc l'intervention du kiné qui est pris en charge par l'HAD, le médecin qui va visiter, alors que le secteur libéral, tout est éclaté, c'est-à-dire que le médecin viendra, le kiné viendra, l'orthophoniste viendra, en fait tout le monde peut venir, mais il n'y a pas cette coordination qu'apporte l'HAD. L'HAD donc a un apport financier qui est supérieur à celui de votre association? C'est même pas comparable, c'est-à-dire c'est 10 fois plus. Oui, c'est-à-dire que les gens sont pris en charge totalement. Alors, c'est-à-dire, on va dire, pour le système en général, puisque de toute façon, c'est le même financeur, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que, sauf que l'HAD paie directement. Les intervenants, on va payer l'infirmier qui viendra, va payer le médecin, alors que dans le secteur libéral, tout le monde est payé. Mais chacun ira chercher ses honoraires directement. C'est-à-dire qu'en HAD, tout est centralisé. Vous avez une seule personne qui paye. Alors que pour les autres, tout le monde doit payer. Parce que nous intervenons en tant qu'infirmiers libéraux, des fois pour le compte de l'HAD. Et l'HAD nous paie directement. On ne peut pas à ce moment-là présenter une facture à la Caisse générale de sécurité sociale. Alors, parlez-moi un petit peu de vous. Alors, vous êtes infirmier libéral depuis combien de temps? Alors, je suis infirmier libéral depuis 1982. Ça commence à compter. Ça commence à compter, on va être dans la 33e année maintenant. Et vous êtes président du syndicat des infirmiers libéraux depuis? Alors, je suis président depuis une bonne vingtaine d'années, je pense. Mais avant, j'ai été aussi secrétaire général, donc j'y suis depuis le début. Voilà, donc. Depuis 1983. De assurer la pérennité. Voilà.
Et il faudra penser évidemment à assurer la pérennité par quelqu'un d'autre. Voilà. Bien sûr. Alors, dites-moi, combien, sur les 1000 infirmiers qui sont à la Martinique, quels sont ceux qui adhèrent à votre syndicat? Alors, vous savez, à la Martinique, peut-être aussi ailleurs, je crois qu'ailleurs aussi, il faut compter en général, même en France, 10% de la profession syndiquée, payant régulièrement une cotisation. En moyenne, c'est ça. En France, ici, bon, nous ne sommes pas très nombreux, mais en pourcentage, ça fait beaucoup plus, puisque bon, sur les 2 syndicats existants, je pense qu'il y a environ 250 infirmiers syndiqués, payant leur cotisation. Donc ça fait 25%. Ça fait 25%, donc c'est quand même énorme. Ouais. Et puis je dirais que nous avons les sympathisants, c'est-à-dire ceux qui sont sympathisants, c'est-à-dire qui payent de temps en temps et qui oublient de payer, mais de temps en temps payent. Et puis il y a ceux que j'appelle les doucineurs, qui ne payent jamais. Et qui viennent quand il y aura les manifestations pour aller... Voilà, enfin, qui sont toujours là. Ça remonte le groupe. Voilà, et qui viennent de temps à autre, mais qui ne participent à rien. Donc ça fait grosso modo, je dirais, donc, si on veut parler de mobilisation de la profession, je ne serais pas étonné qu'on soit à peu près 400 vraiment mobilisables en toutes circonstances. Ce qui est quelque chose d'énorme, ça fait près de la moitié. C'est énorme, honnêtement, c'est énorme, mais bon, ça nous arrive assez régulièrement d'avoir une soixantaine d'infirmiers sur une soirée, entre 19h et 21h, donc ce qui est beaucoup, parce que c'est par exemple sur Fort-de-France, avoir 60 infirmiers, ça veut dire que vous êtes simplement sur l'agglomération du centre. Il y a très peu qui viennent de très loin. Réunir une soixantaine de professionnels après une journée de travail, qui vont rester 2 à 3 heures de temps, c'est pas évident. C'est pas évident et c'est déjà bien. Donc il prouve qu'il y a quand même une mobilisation de la profession qui est quand même permanente et à la fois, parce qu'on le fait dans le cadre des formations, donc réunir donc, les professionnels pour continuer à nous former, ou simplement aussi des journées d'information sur l'évolution de notre nomenclature ou de la réglementation en général. On fait ça régulièrement. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous étiez directeur d'EHPAD de Terre-Village. De Terre-Village, où on trouve beaucoup de personnes malades d'Alzheimer. Oui. Est-ce que le personnel de cet EHPAD a une formation particulière pour cette maladie d'Alzheimer, ou bien ils ont été formés sur le terrain? Alors, il y a eu tout d'abord l'expérience, parce que bon, il faut se dire aussi que c'est un EHPAD qui existe depuis 10 ans, et qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de formation particulière pour cette prise en charge. Bon, les patients étaient connus, mais bon, j'ai envie de dire qu'on commençait à s'intéresser vraiment à l'accompagnement des malades Alzheimer. Avant, tu tombé en enfance. En enfance. Voilà, il y avait de la démence sénile, comme voilà, enfin. C'était plutôt comme ça. Et puis depuis, je suis donc à l'EHPAD, ça va faire bientôt un peu plus de 4 ans. Donc depuis, nous sommes, je dirais, un peu plus spécialisés en formant justement le personnel, parce qu'il y a eu aussi la mise en place de formations particulières, notamment ce qu'ils appellent l'accompagnement non médicamenteux. Ça veut dire donc à côté donc du traitement médicamenteux, ils ont pensé, et puis des fois ça marche, je peux en témoigner, sans apporter d'explications scientifiques pour l'instant, mais aujourd'hui nous avons 2 unités spécialisées, une unité d'hébergement renforcé où nous accompagnons des malades Alzheimer, mais présentant donc un niveau donc assez avancé de la maladie, avec des fois une certaine agressivité. Donc nous sommes dans cette unité-là, avec un personnel qui a été, on les appelle aujourd'hui des assistants en soins en gérontologie, donc ils sont aides-soignants, mais à côté de ça, il y a eu donc une formation spécifique. Alors, cette formation, c'est surtout donc de l'accompagnement à base d'ateliers. Par exemple, ça peut être de la cuisine, du jardinage, enfin, un certain nombre d'activités qui sont effectuées dans la journée avec ces personnes, mais c'est surtout le temps qui est accordé. C'est-à-dire qu'on est là dans un espace où le temps ne compte plus. Ça veut dire qu'on ne va pas se doucher à 7h du matin, parce qu'on a dit qu'il fallait se doucher à 7h du matin, on peut se doucher à midi, et puis on peut ne pas se doucher aussi à midi, se doucher à 18h. Bon, évidemment, il ne faut pas incommoder trop les autres. Donc, je veux dire qu'on a constaté qu'en prenant du temps, ça transformait un peu les personnes s'habituent à un autre rythme, et puis l'agressivité diminuait. Aussi en revalorisant par ce type d'activité, surtout en ne les mettant pas en difficulté, mais en allant plus vers ceux qui pourraient les intéresser. Et puis accepter aussi le fait que la personne regarde, qu'elle n'ait pas envie forcément donc, de faire quoi que ce soit. Donc ne rien imposer, et ça permet donc d'améliorer, ça ne guérit pas, mais on va donc diminuer l'agressivité, on va
les comportements vont, la personne, on va entrer dans une espèce de socialisation de la personne, ce qui n'était pas possible avant. Mais évidemment, avec le traitement médicamenteux, tout de même. Quelle patience. Mais c'est ce qu'il faut. Je pense que pour ce type de maladie, je pense qu'il faut absolument ça. Donc votre personnel est au top là avec ça, parce que non, parce que ce dont vous parlez, si jamais il n'y a pas de patience, il faut la patience, la formation. Mais s'il n'y a pas la patience, s'il n'y a pas d'amour, il faut revoir la copie là. Hein. Absolument. Je pense que c'est la base. Et nous avons eu une formation dernièrement avec une spécialiste du Canada qui était venue avec nous, qui nous disait que d'abord c'est le savoir-être qui va compter. Bon, la connaissance, c'est vrai que ça va apporter, mais si à la base, comme vous dites, on n'a pas ça, cette patience, cette volonté de vouloir attendre, bon, ça sert à rien, quoi, la connaissance. Mais je dois dire que tout de même, c'est vrai que c'était des personnes qui travaillaient déjà dans les unités, qui ont été formées, donc qui avaient déjà cette approche-là. Et je pense que d'autres personnes ont changé aussi avec la formation, ont compris qu'il fallait peut-être agir différemment. Avoir un autre regard. Un autre regard de la personne, prendre plus de temps. Et je dis souvent, quand on est pressé, on prend son temps. Parce que c'est en prenant son temps qu'on va justement aller plus vite, c'est-à-dire que les choses vont se faire plus naturellement. Parce que si la personne se rend compte que vous n'avez pas le temps, elle ne va pas coopérer. Alors que si elle coopère parce qu'elle a le sentiment que vous êtes vraiment là pour elle, ben, ça ira vite. Elle va faire les choses et puis il n'y aura pas de souci. Et naturellement, vous avez plus de femmes que d'hommes dans cet établissement. Aussi bien pour les soignants que pour les malades. Donc ce sont les femmes qui sont majoritaires dans les deux cas. Et les familles viennent visite. Oui, les familles viennent, mais on a toujours quelques cas où les familles ne viennent pas, et je dirais des fois ne peuvent pas aussi venir, parce qu'il faut aussi tenir compte de cette situation, parce que moi je dis aussi qu'il n'y a pas en tous les cas de volonté manifeste d'abandonner. Mais il y a de vraies impossibilités d'avoir une présence effective tout le temps. Parce que la Martinique aussi a évolué au niveau donc, de la circulation, sur le plan économique. On est obligé de se déplacer quelquefois pour gagner sa vie. Et aujourd'hui, par exemple, je dois aller à la Trinité tout à l'heure. Je suis déjà en train de me demander combien de temps ça va me prendre. Donc, et c'est ça qui pose aussi problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi facilement qu'on le voudrait, après son travail, par exemple, se dire, bon, je fais un petit saut là rapidement et je vais rentrer chez moi après. Non, on se dit, bon, si je quitte à 15h et que je monte à Thierville et qu'à 17h, je suis encore à Fort-de-France, je ne suis pas chez moi avant 20h. Et derrière, j'ai mes enfants, j'ai mon activité, j'ai mon foyer. Je pense qu'il faut malheureusement tenir compte aujourd'hui de cette situation-là. Et vous pensez qu'il y aura des solutions? Vous êtes dans l'Alzheimer. Quelles sont les informations que vous avez? Alors, pour les malades d'Alzheimer, bon, évidemment, je ne parle pas donc, de la partie médicale, évidemment, mais en tous les cas, pour l'aide à apporter aux personnes à domicile, c'est vrai que l'Agence régionale de santé aujourd'hui est en train de réfléchir pour une amélioration de l'accompagnement à domicile. Bon, je pense que le Conseil général aussi va certainement contribuer à cela. C'est-à-dire faire en sorte que l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en EHPAD, on fait un certain nombre de choses. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, à partir de ce qui se fait en EHPAD, essayer d'amener un maximum au domicile? Bon, ça va pas être facile, ça. C'est pas facile, mais on se dit qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion. Parce que on ne pourra pas héberger tout le monde. Déjà, d'une part, bon, c'est pas forcément souhaitable, mais on n'aura jamais les moyens de le faire. Mais peut-être que si on ne peut pas tout emmener, on peut peut-être emmener une partie qui pourrait améliorer un peu la situation des personnes et puis faire peut-être une plus grande ouverture entre l'EHPAD et le domicile. C'est-à-dire que peut-être que des personnes qui sont à domicile pourraient peut-être venir plus facilement en EHPAD pour une journée, etc. Ouais, faire des journées comme l'hôpital de jour. Il y a donc l'accueil de jour. Ça existe chez vous? Non, pas chez nous, mais il y a donc 2 accueils de jour à la Martinique. Les personnes sont reçues. Enfin, la réflexion aujourd'hui est plus tournée vers ça. Comment recevoir les personnes dans la journée, mais aussi la nuit. Peut-être que les personnes peuvent rester à domicile dans la journée, mais peut-être que les problèmes se posent plus la nuit. C'est-à-dire qu'il y a une agressivité, une peur qui augmente avec la nuit, donc est-ce qu'on ne pourrait pas... Voilà, la réflexion tourne aujourd'hui autour de ça. Comment faire pour améliorer la situation des personnes? Oui, je comprends parce que
transporter des activités ludiques comme celles que vous pouvez avoir à EHPAD, c'est peut-être pas très facile de les transporter à domicile. Alors, parce qu'il y a aussi des problèmes d'espace, il y a d'autres facteurs. Oui, mais on se dit aussi que, bon, peut-être qu'aujourd'hui, on conçoit donc le quartier comme il est. Mais on a peut-être aussi dans des quartiers des espaces que l'on pourrait investir, comme des salles qui sont vides, des choses comme ça. Et ces personnes qui sont au domicile pourraient peut-être se réunir dans ces salles-là si on organisait les transports, des choses comme ça. Et pourquoi pas? Aujourd'hui, si on voit le domicile comme étant isolé, une intervention, une personne, etc., ça devient compliqué. Okay. Mais peut-être qu'on pourrait réunir ces personnes dans des espaces qui ne sont pas très éloignés, et peut-être même elles pourraient se déplacer à pied pour y venir aussi, hein, parce que le simple fait de se déplacer, c'est aussi une activité. Est-ce que dans le projet de l'ARS, il est prévu une formation pour les aidants? Parce que ce sont des gens souvent qui sont en souffrance, hein. Oui, alors, absolument. Aujourd'hui, c'est une grosse préoccupation parce qu'on est confronté, c'est la réalité, à un aidant qui, au bout d'un moment, sera épuisé. Donc, on aura 2 personnes à prendre en charge. Donc, il faut très tôt, et même dans les évaluations, moi je le répète très souvent, y compris aux confrères infirmiers, je leur dis très souvent, faites attention, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On met donc une aide en place pour la personne malade. Donc, c'est très bien. Et puis, la personne qui aide comme elle est valide, on va dire. Donc on considère qu'elle n'a pas besoin d'aide. Je dis non, faites attention. Elle a peut-être besoin autant d'aide que la personne malade, parce que tôt ou tard, on va finir par avoir en réalité 2 personnes à prendre en charge. Alors on pourrait peut-être anticiper, ne serait-ce qu'une aide pour permettre à la personne d'avoir un petit moment de liberté. Hein. Il ne faut pas dans la journée. C'est-à-dire qu'une présence humaine, une autre personne pourrait être là. Mais faire le relais tous les 2 jours, tous les 3 jours, parce qu'à l'EHPAD, vous avez cette possibilité-là. Absolument, bien sûr. À domicile, quand il y a toujours la même personne, elle est épuisée. Absolument. C'est beaucoup ça. Tendance, c'est sur la formation des aidants, mais on constate que la formation, c'est bien, ça permet à la personne d'avoir une autre approche, mais il faut pouvoir lui apporter des ressources pour qu'elle puisse ne pas rester dans cette situation en permanence, parce que c'est quasiment inhumain, il faut le dire, même s'il s'agit d'un proche qu'on aime beaucoup. Alors justement, parce qu'il y a des aidants qui ne sont concernés, qui sont directement par l'affect, en plus, dans la relation affectueuse. Il peut y avoir des aidants qui viennent de l'extérieur, mais souvent, c'est la fille, le fils, la sœur, et ça pose problème. Absolument. Quand il s'agit donc d'un aidant non professionnel, un aidant familial, c'est compliqué de dire à la personne, mais écoutez, il faut lever le pied. C'est vrai que vous faites beaucoup, mais il faut penser un petit peu à vous. Bon, pas plus tard que ce matin, une dame me disait, bon, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je dois laisser mon travail pour m'occuper de ma mère? Je dis, bon, il est difficile de vous dire ce que vous devez faire, mais mon expérience m'amène à vous dire de ne pas faire ça. Donc, autant vous pouvez lui apporter toute l'affection que vous voulez, et je crois que c'est ça qui est important, c'est ce qu'elle attend de vous. Elle n'attend pas que vous soyez un professionnel à son service, elle attend que vous restiez sa fille. Donc quand vous venez la voir, que vous ayez des gestes de fille et non pas des gestes d'un professionnel qui vient s'occuper d'une maman. Par contre, il serait peut-être intéressant de plutôt prendre un professionnel qui soit à côté d'elle et que vous soyez là, comme je dis, pour des moments de plaisir et non pas pour des moments contraints. Parce que quand on est, même s'il s'agit donc d'une mère là pour des moments contraints, c'est pas la même chose et la personne va le ressentir comme une contrainte et non pas comme une fille qui vient voir sa mère et qui a le temps, qui va s'asseoir, qui va parler, et puis qui va pas forcément s'occuper ni du ménage, ni du repassage tout le temps. Elle prendra un moment pour ça. Donc il faut aussi faire attention à ça, à l'affectivité de la personne, ce qu'elle attend des enfants. Mais alors, l'autre problème dont vous parliez au début, c'est le problème de l'argent. Parce que souvent, l'aidant qui appartient à la famille cherche aussi à diminuer les frais. Alors, évidemment, c'est un élément très, très important parce que, quand vous avez une enveloppe, il faut savoir l'utiliser au mieux. Bon, vous avez vos moments où vous pouvez vraiment, et d'ailleurs dans les services à domicile, je dis attention, nous sommes là pour prendre justement, pour être présent quand la famille ne peut pas, et non pas quand ça nous arrange. Je veux dire que par exemple, on va prendre le dimanche. Si vous donnez à une famille une contrainte, de venir de donner à manger à sa mère qui habite à 30 km. À midi, c'est une contrainte pour elle. Mais si elle doit venir à 17, 18 heures, c'est une
qu'on traite qui est beaucoup moindre parce que c'est un moment, déjà d'une part, il n'y a peut-être pas trop de circulation, elle n'a pas déjà passé un moment avec sa famille, ses enfants, elle a fait une petite sieste et après elle peut partir tranquillement. Mais si elle va partir à midi, ça devient une corvée, même avec l'amour que vous pouvez avoir. Donc le professionnel, lui, doit intervenir à ce moment-là, dans cette tranche horaire, midi 2, et non pas dire que, bon, aujourd'hui, dimanche, moi aussi, je reste chez moi. Bon, chacun, quand on choisit un métier comme le nôtre, on sait qu'on a travaillé donc, le samedi, dimanche, à nous de nous aménager d'autres temps pour notre famille aussi. Donc, l'argent, c'est un fait, mais il faut que le peu qui est donné soit utilisé au mieux pour les familles. Mais c'est un vrai problème, l'argent. Alors, les infirmiers libéraux, en général, n'ont pas beaucoup de dimanche. Je ne sais pas si vous en avez... Parce que entre ce que vous faites, entre l'EHPAD, le syndicat, je ne sais pas comment vous faites. Ben, je m'accorde deux week-ends par mois. Waouh, c'est pas vrai. 2 week-ends ou 2 dimanches? 2 week-ends complets. Samedi, dimanche? Samedi, dimanche, oui, par mois. J'ai toujours pris l'habitude très tôt, puisque bon, en dehors de ça, je me suis intéressé à autre chose aussi. Mais j'ai toujours, de toute façon, c'est pour cette raison que j'ai toujours travaillé en groupe. Ouais. Je n'ai jamais travaillé seul. De façon à déléguer au besoin. Déléguer et puis aussi se répartir donc, les tâches. Les tâches. Par exemple, bon, quand j'ai commencé en intérim familial, je ne travaillais pas tous les jours. Au début, je n'ai jamais travaillé tous les jours. Même si je pouvais sortir, mais je n'avais pas cette contrainte-là de faire. Voilà, j'ai toujours pensé qu'il fallait cet équilibre entre vie professionnelle et vie de famille. Vous êtes combien alors dans ce groupe de la SAMAD? Alors, si on parle tout effectif confondu, à la SAMAD, il y a peut-être une 60aine de personnes. Oui, ça commence à être un effectif important. Oui. Et avec l'EHPAD, il faut rajouter encore 80 personnes. Yeah. Ça fait aussi des problèmes de gestion. Donc vous êtes entouré de gens, de gestionnaires, de gens qui ne pouvaient pas tout faire, c'est pas possible. Non, donc évidemment, dans les deux structures, il y a donc la partie administrative, comptable, ressources humaines, etc. pour gérer. Donc, parce que là, on est déjà dans des complications sur le plan réglementaire. Il faut donc faire attention à ce nombre de choses. Oui, on ne peut pas tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. Non. On peut coordonner, mais on ne peut pas tout faire. Alors, quels sont les projets? Parce que vous parlez de l'ARS. En dehors de cela, quels sont les projets de l'ARS? Vous avez un petit peu des... Alors, sur le secteur, aujourd'hui, l'ARS a deux grandes préoccupations. Enfin, pour ceux qui me concernent, il y en a d'autres, bien entendu. Concernant les personnes âgées, donc c'est vrai que c'est une grosse réflexion parce qu'aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'on devra faire. Hein. Il n'y a pas, là, malheureusement, de solution miracle. Bon, mais déjà, y penser et se dire qu'il faudra qu'on fasse un certain nombre de choses, c'est déjà bien. Je pense qu'ils vont demander de plus en plus une implication, enfin en tous les cas je l'espère, donc des infirmiers, notamment des infirmiers libéraux, parce que je pense que nous sommes au cœur même du problème et on peut aussi intervenir même en anticipant, parce que la personne que nous voyons qui a 75 ans simplement pour une injection, on va dire, d'insuline, on sait que dans 10 ans, elle ne sera pas debout, elle sera peut-être dépendante. Donc, mais on y va tous les jours. Et non seulement on y va tous les jours pour elle, mais aussi on a le voisinage, on sait ce qui se passe. Donc là, c'est quand même des professionnels qui sont au quotidien, au cœur des problèmes. Donc, c'est les faire participer. C'est pour cette raison qu'on parle de coordination de plus en plus. Mais aussi, on sait qu'il va falloir avoir d'autres structures d'hébergement. Ça, on est en retard. Il faudra en créer. L'accueil de jour, c'est aussi une priorité de l'ARS de plus en plus. Il y en a 2 à la Martinique. Je pense que le souhait, c'est d'en porter à 5 ou 6. C'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire, je pense qu'il va en falloir. 5 ou 6, mais il faut trouver le terrain, le financement et le personnel aussi après. Et il faut trouver des volontaires pour gérer. Des personnes qui portent les projets, qui acceptent de porter des projets qui sont des projets à risque. Il ne faut pas donc se tromper parce qu'ils ne sont pas totalement financés. Ils ne sont pas totalement financés. Il faut une participation. Mais est-ce que l'Europe ne donne pas d'argent pour les EHPAD? Alors, l'Europe va donner de l'argent pour, on va dire, la structure immobilière. Même pour Terre Village. Terre Village aujourd'hui va mieux, mais Terre Village a connu de grosses difficultés financières parce que il faut savoir que si le Conseil général finance une partie, l'ARS finance une partie, mais il y a une partie prise en charge directement par la personne. Il faut se dire qu'aujourd'hui, il faut compter entre 2800 et 2900 euros par mois. Pour une personne qui est dans un EHPAD. Oui. Donc, c'est réservé qu'aux gens qui ont de l'argent. Il faut être richissime pour faire ça. Vous pensez, attendez,
quand je pense à ça, il y a des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas ce salaire-là, donc la majorité des gens qui peuvent n'ont pas de retraite de ce niveau-là. Donc il faut une participation du Conseil général, une grosse participation des enfants. Absolument, excusez-moi. Il faut donc, c'est le cas, hein, c'est pour cette raison que je parlais tout à l'heure de la participation des enfants, hein, qui est donc une obligation. Et puis heureusement, mais pendant combien de temps encore, il y a encore des Martiniquais qui peuvent, puis ils ne sont pas très nombreux. Mais c'est vrai qu'il faut s'interroger. À ce prix-là, il est difficile de faire beaucoup moins, hein, je peux vous assurer que c'est très difficile. Je reste persuadé. C'est très difficile de faire beaucoup moins. Mais et les EHPAD, lorsque vous avez par exemple au Terre Village 21 places réservées aux personnes payant directement, c'est beaucoup. Trouver 21 personnes tous les mois qui peuvent payer 2800 €, c'est beaucoup. Si vous ne les avez pas, nécessairement, ça vous fait donc un trou dans votre budget. Absolument. Mais les personnes aujourd'hui payent, mais je pense qu'avec la participation de la famille. Il y a très peu de personnes, effectivement, qui peuvent financer avec leurs propres revenus. 2800 €. Ouais, très peu de personnes. Je vais vous raconter une histoire, parce que le temps qui nous est parti en train de filer, parce qu'on peut vous écouter pendant des heures. Il y a une dame qui était sur un bateau en train de faire une croisière. Ouais. Et le personnel était très très gentil avec elle. Et un croisiériste est allé demander au personnel, mais c'est qui c'est cette dame-là? Apparemment, vous la connaissez bien. Il dit, oui, mais elle fait des croisières tout le temps avec nous. Et après, ils sont allés voir cette dame. Il dit, mais comment ça, vous avez autant d'argent, vous êtes richissime? Elle dit, non, pas du tout. Moi, j'ai fait un calcul. Une croisière moyenne, c'est 500 à 600 € par croisière, 10 jours. Si je fais 3 croisières par mois, ça me fait 1800 €. C'est beaucoup moins cher que d'aller dans un EHPAD. Oui, elle a tout à fait raison. Et s'il m'arrive un accident sur le bateau, je suis pris en charge totalement, je mange à la table du capitaine régulièrement. Alors naturellement, il s'agit de quelqu'un qui est en bonne santé, qui est debout, mais qui est isolé. Oui. Et il y a des gens qui, isolés, préfèrent quelquefois aller dans une maison plutôt que de rester tout seul. Absolument, c'est vrai. C'est un peu ce qui va se passer un peu pour les résidences seniors qu'on est en train de créer aujourd'hui, à condition qu'il y ait vraiment une animation. Et qu'il y ait de l'argent. Et qu'il y ait de l'argent. Mais ça coûte quand même moins cher. Jean-Marie, merci beaucoup. Vous avez apporté des informations que je crois que nous n'avions pas. D'accord, mais merci. Si j'ai pu, je reste persuadé que vous avez éclairé nos téléspectateurs. Je crois que, comme vous avez plusieurs casquettes, que je vous demanderai de revenir. Ben, ce sera avec plaisir. On va donc s'étendre sur un point particulier, par exemple sur l'hébergement des EHPAD, les difficultés, l'organisation, etc. Eh bien, on fera ça. Ok. Merci encore. Merci à nos amis de nous avoir écoutés, regardés, et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Ok.